conférence en ligne sur toute la partie investissement immobilier vers la France. Donc, on sait que c'est un processus qui n'est pas forcément évident à gérer, que ce soit depuis l'Australie, Hong Kong, d'autres parties d'Asie-Pacifique, parce que l'investissement immobilier, c'est toujours un processus qui peut être à la fois long et complexe. Donc, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir bénéficier de Marjorie Michaud et Benjamin Champon qui travaillent tous les deux pour Crédit Expat et qui vont pouvoir nous éclairer un petit peu sur des retours d'expérience sur toute la partie investissement immobilier à distance, que ce soit en tant qu'expat ou en tant qu'autre statut. Donc du coup, avant de commencer la session, je vous laisse vous présenter tous les deux, Marjorie et Benjamin. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Joanne, pour cette introduction et puis pour nous avoir conviés à ce webinaire. Mon nom est Marjorie Michaud, ça tu l'as déjà dit. Je travaille pour un groupe qui s'appelle Crédit Expert. Donc ça, c'est le nom du groupe donc, qui existe depuis maintenant 14 ans. Et on a créé une spécialisation, une ligne de service vraiment spécifique aux expatriés, aux non-résidents, il y a de ça 5 ans. Donc ça concorde avec mon arrivée à Hong Kong il y a 5 ans, où on a créé également un bureau de représentation donc en Asie pour pouvoir justement avoir ce lien de proximité avec les personnes qui sont résidentes hors de France et spécifiquement sur la partie Asie-Pacifique. Et je suis accompagnée donc, pour cette session d'information de mon collègue Benjamin Crampon qui est à l'autre bout du monde. Je te laisse en discuter, Benjamin. Exactement. Donc bonjour à tous. Et donc, alors je m'appelle Benjamin Crampon et non Benjamin Champon. Et c'est pas grave, je t'en prie, Joanne. Et donc je te remercie, Joanne, pour cette invitation qui effectivement va nous permettre de détailler un petit peu les différents cas de figure et ce qui est scruté à la loupe lorsqu'on est, on est expatrié ou non résident et qu'on vous souhaite donc faire des financements via des banques françaises. Et donc, comme Marjorie, effectivement, donc je représente la société Crédit Expat. Et donc, cette fois, moi, je suis à Paris, notamment ce qui facilite la gestion des dossiers qui peuvent émaner des États-Unis, d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud, puisque Marjorie, elle va plutôt se concentrer notamment sur l'Asie et l'Océanie. Super, merci à tous les deux. Avant de commencer la session, on voulait vous proposer un petit questionnaire pour connaître un petit peu vos attentes et puis pour mieux vous connaître aussi. Est-ce que vous pouvez vous connecter sur l'application Klaxoon? Vous pouvez y accéder soit depuis Internet, soit depuis votre téléphone. Donc c'est ce lien-là. Je vais je vais vous le remettre en copier-coller sur le chat. Comme ça, vous pourrez y accéder facilement. Hop, je le remets tout de suite. Et ensuite, je le réaffiche à l'écran. Comme ça, vous pourrez le voir aussi. Voilà. OK, je vous l'ai mis sur le chat. Donc, je vous propose de vous connecter là-dessus. Faites-nous signe si tout est OK, si ça passe bien pour vous. Donc, c'est bien pour l'instant, on a à peu près 18 participants connectés. Donc, ça nous permettra aussi de voir un petit peu au niveau échantillon ce que vous représentez en termes de statut. Est-ce que tout le monde y arrive à y accéder pour l'instant? Ok, donc j'ai Ben, Loïc, Desmarino qui ont réussi à se connecter. Vous me confirmez qu'il y a la première question qui s'affiche?
Loïc, ça fonctionne? Ouais, super, merci. Ok, impeccable. Donc, je vais juste vous l'afficher à l'écran du coup. Donc, je vois qu'il y en a 5 qui ont répondu. Parfait. Donc, quel est votre statut? Ok, super. Donc, je mets stop. Donc, parmi ceux qui ont répondu, on a 100% de personnes qui sont en contrat local permanent, personnes qui ont CDD, personnes qui ont contrat expat, personnes qui ont contrat étudiant et personnes qui sont auto-entrepreneur. Super. Question suivante, est-ce que vous avez déjà investi dans de l'immobilier? Donc normalement, vous avez plusieurs réponses. Oui en Australie, oui en France, pas du tout, ou oui ailleurs. Je vous laisse répondre à la question. Ok. Connecté. Clément. Oui. Bienvenue Clément. Merci. Donc, je suis sur 2 calls à la fois. Pas de souci. Bienvenue Justine. Ok, alors au niveau investissement, personne investit en Australie sur ce call. 33% des personnes ont déjà investi en France, ailleurs non, et 67% n'ont pas encore investi. Très bien. Et dernière question, vos attentes aujourd'hui? Donc par rapport à tout ce qui est conseils, information générale, etc. Je laisse un peu de temps pour répondre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait juste un petit sondage avant de commencer la séance pour savoir un petit peu où les gens en sont en termes d'investissement et aussi d'attente. Voilà, dernière question. Alors, donc, côté UFE, pas forcément, 100%. Pour avoir des infos sur tout ce qui est investissement immobilier sur la partie française, 75% intéressés sur comment calculer son target budget en termes d'investissement vers la France. Et puis, Market Trends, Info General Mortgage, voilà. Ok, merci pour ce petit sondage rapide, super. Avant de continuer, juste un petit mot sur l'UFE. L'UFE, on a pour vocation de vous accompagner sur toute l'Australie et ailleurs dans le monde sur différentes problématiques, que ce soit sécurité sociale, santé, vie d'expat, on organise des événements culturels. Donc c'est vraiment une association pour vous représenter en tant que Français expatriés dans le monde. Donc on organise régulièrement des événements, y compris des catch-up, des drinks, etc. Donc tous les événements qu'on organise sont toujours gratuits. On propose juste de devenir membre UFE qui coûte à peu près une cinquantaine de dollars chaque année. Pour nous, ça permet de faire vivre l'association et puis d'organiser des gros événements. Les conférences en ligne, ça coûte pas d'argent, mais par contre, après, on organise parfois des événements live ou des festivals où là, forcément, il y a des enjeux d'assurance, etc., qu'on a à payer. Donc, ces petites cotisations font des montagnes pour nous, donc c'est important aussi. On voulait vous passer le message. Donc pour adhérer, rien de plus simple, c'est ufe.org/adhésion et vous pouvez sélectionner l'Australie, New South Wales lorsque vous cliquez sur ce lien. Au niveau des prochains rendez-vous UFE, on a un Drinks UFE à Sydney du côté de Circular Quay qui aura lieu le premier mercredi du mois, donc en l'occurrence, ça sera le 2 juin.
On a une conférence sur la partie éducation qui aura lieu mi-juin. Donc, on va vous détailler un petit peu comment ça fonctionne en termes de cursus quand on est étudiant français en Australie. On est en train d'essayer d'organiser la fête de la musique pour le 20 juin. Ça aura lieu sur Manly, dans les Northern Beaches. Événement gratuit qui va se dérouler entre 9 h et 16 h. Et l'idée, c'est faire vraiment un peu comme la fête de la musique en France, événement festif, convivial. Et on recherche toujours des musiciens. Donc, n'hésitez pas à passer le mot et à nous contacter soit via Facebook, soit sur ufe.sydney@gmail.com. Et puis, on est en train aussi d'organiser un rassemblement autour du match de rugby Australie-France qui aura lieu début juillet en Australie. Il y aura une étape à Sydney et ensuite ils iront jouer à Melbourne et à Brisbane. Donc voilà un petit peu pour l'actualité. Et maintenant, je vais vous passer la main, Marjorie et Benjamin. Ok, donc actualité chargée à Sydney, à ce que je vois. Oui. Et donc également aujourd'hui, alors je vais essayer de vous partager mon écran. Ça arrive. Voilà, la présentation. Alors. Parfait, ça fonctionne, on voit. Ok, super. Être en ton écran et c'est tout bon, impeccable. Parfait, merci beaucoup Joanne. Donc merci à tous déjà pour votre présence aujourd'hui. On voit que le thème de l'immobilier, c'est toujours un thème assez brûlant pour la communauté expat. Donc le thème du jour, comme vous l'avez compris, c'est le prêt immobilier aux non-résidents. On va passer en revue en fait les différents critères d'accès pour les non-résidents auprès des banques françaises. Et puis, étant donné que déjà, ce qu'on a vu à travers le questionnaire, c'est qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui seraient primo-accédants, donc qui s'intéressent en premier lieu à un premier investissement immobilier. Et donc, on va s'intéresser, et ça tombe pile dans votre objectif, à la façon dont on va pouvoir calculer une enveloppe de prêt. Donc, quel est votre budget cible et quels sont les critères qui sont pris en considération par les banques françaises pour pouvoir vous octroyer un prêt immobilier, tout simplement. Alors, ce que je vous propose à travers cette présentation, c'est qu'on puisse passer en revue ces différents points et qu'on garde les questions pour la fin, histoire de bien couvrir déjà tous les sujets, parce que vous allez voir, on a quand même pas mal de thématiques à aborder aujourd'hui. Donc, pour démarrer, de façon assez succincte, déjà un petit mot sur le groupe Crédit Expert. Donc, comme vous l'avez compris, Crédit Expert, Crédit Expat, c'est tout simplement d'un côté le nom du groupe et de l'autre côté la ligne de service au sein du groupe qui est spécialisée sur les expatriés et les non-résidents. Donc, le groupe Crédit Expert, c'est un groupe qui existe depuis 14 ans. On a été créé en 2007. C'est un groupe qui compte une soixantaine de collaborateurs qui sont répartis entre la France et le Luxembourg, qui sont les territoires sur lesquels on a des autorisations de courtage auprès des banques, et également Hong Kong avec le bureau de représentation auquel je suis moi-même attachée pour la partie Asie-Pacifique. Donc Crédit Expert, le groupe, c'est un groupe qui a passé le cap du milliard d'euros de financement avec grande fierté en 2019, et pour réaliser son activité, qui compte sur 70 partenaires bancaires qui nous octroient des financements pour nos clients et avec qui on travaille bien sûr de façon quotidienne. Alors ce qui est important de noter ici, c'est 70 partenaires bancaires. Oui, c'est beaucoup, on travaille avec beaucoup de banques françaises, la plupart des banques françaises, mais il faut savoir que pas toutes ne se positionnent sur le créneau de l'expatrié et du non-résident pour des raisons qui sont assez évidentes. Quand on habite à l'autre bout du monde, qu'on n'a pas ses salaires domiciliés en France, qu'on n'est pas un client du quotidien pour une banque française, évidemment, ça peut représenter un intérêt très limité pour certaines banques. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui, bien sûr, aux partenaires bancaires qui vont pouvoir vous permettre d'accéder au crédit immobilier, parce qu'il y en a, et il y en a suffisamment pour qu'on puisse faire un courtage efficace et vous proposer des possibilités de financement. Mais avant toute chose, alors je reviens au sommaire, il faut savoir quels sont les critères d'accès au crédit immobilier pour les non-résidents, puisque oui, on peut y accéder, mais il faut aussi pouvoir passer le filet, je dirais, de l'accessibilité au crédit. Et puis pour cela, il y a des éléments bien spécifiques qu'on va reprendre dans le détail un peu plus tard avec Benjamin. Deuxième étape, on va s'intéresser à une partie un peu plus mathématique. On va calculer ensemble une enveloppe de prêt type pour que ça vous donne un petit peu des tuyaux pour pouvoir le faire éventuellement vous-même, ou bien sûr nous solliciter par la suite pour vous aider à le faire.
Et on va terminer sur une partie, on va dire, qui a plus un lien avec le calendrier de l'obtention du prêt. C'est une question qui revient quand même assez régulièrement. C'est combien de temps ça prend de déposer un dossier en banque et d'obtenir un financement. Et on va voir toutes les étapes qui sont à franchir pour pouvoir devenir propriétaire. Puis on pourra terminer, comme je vous disais, par une session questions-réponses. Alors, on démarre avec l'accès au crédit immobilier, la partie un peu plus théorique, et on voulait démarrer déjà avec quelques notions qui ont vraiment un lien avec la situation actuelle et à la lumière de la situation sanitaire aujourd'hui et du Covid-19. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Ça fait maintenant 14 mois qu'on est dedans. Alors, bien sûr, il y a des effets négatifs, on les connaît tous, on va pas revenir sur la situation globale, économique, sanitaire, etc. Mais par contre, du point de vue du financement, nous, ce qu'on a pu observer, c'est bien sûr une partie de délai qui a été assez sensible. Et surtout, lors de la période du confinement l'année dernière, en mars-avril, où on a vu les banques dans des situations complètement inédites, à devoir se réorganiser, mettre en place du télétravail, avec toutes les règles de confidentialité qui sont propres au domaine bancaire et qui n'ont pas facilité les choses. Donc là, c'est certain qu'au niveau des délais, on a constaté ce prolongement, on va dire, de la durée de traitement des dossiers, voire pour certaines banques un arrêt complet en fait, du traitement des dossiers pendant une période qui était quand même assez limitée, puisque c'était plutôt la durée du confinement. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de l'histoire ancienne. On peut constater pour certaines banques, évidemment, des délais qui peuvent être un peu longs, mais qui sont plus dus au volume d'activité, puisqu'il y a quand même un grand nombre de demandes sur la partie non-résident, qui crée un volume de dossiers assez important. L'attention, elle doit être plutôt portée sur l'endettement, parce que c'est vraiment l'endettement qui est le critère qui a le plus changé pour nous depuis l'arrivée de cette situation sanitaire. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on a un vrai focus aujourd'hui, puisque quand, avant Covid, on pouvait monter sur des taux d'endettement après projet qui pouvaient aller jusqu'à 38, 39, voire 40%, même au-delà pour certains profils, parce qu'on pouvait prendre en considération dans la balance d'autres critères, comme le reste à vivre. On va revenir là-dessus également. Aujourd'hui, on est, je dirais, capé sur un taux d'endettement plafond qu'on ne peut pas dépasser, ou alors qu'on peut dépasser, mais sur une dérogation assez exceptionnelle. Donc voilà, donc l'endettement, ça a été vraiment le gros élément qui a changé la donne ces derniers mois. Évidemment, le reste à vivre également, on y porte beaucoup plus d'attention. Donc c'est quoi? C'est la différence entre vos revenus et vos charges, tout simplement. Et certains secteurs d'activité qui ont été plus touchés par la crise, notamment l'aéronautique, le tourisme, qui peuvent on va dire, engendrer une attention particulière pour certaines banques qui y voient un risque un petit peu plus important que par le passé. Alors, d'une façon générale, mon troisième point sur les points négatifs, c'est vraiment la plus grande exigence des banques au regard de la qualité des dossiers. Aujourd'hui, avec le volume d'activité, un risque supplémentaire qui est considéré sur des dossiers, ce qu'il faut, c'est vraiment que le dossier arrive en banque de façon tout à fait claire, transparente et limpide pour le partenaire bancaire. C'est aussi pour ça que souvent, en tant qu'intermédiaire, on a un peu la priorité. C'est parce qu'on arrive justement avec un filtre qui est déjà fait et un dossier déjà bien constitué. Donc malgré tous ces points, on va dire plutôt négatifs, pas forcément négatifs, mais je dirais auxquels il faut vraiment prêter attention, on a quand même observé des améliorations qui sont tout à fait notables. Alors la première amélioration, c'est déjà la plus grande flexibilité organisationnelle des banques. Ce qu'on a pu constater, c'est que certaines banques, au mois de mars 2020, ont été complètement chamboulées par la situation, complètement inédite, qui a causé des difficultés qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et clairement, ce qu'on a vu, c'est que malgré tout, on a vu certains partenaires bancaires rebondir, réouvrir les vannes après un délai qui n'était pas si long finalement par rapport à la situation, et puis exercer de façon tout à fait normale par rapport au contexte. Donc on voit aussi qu'on est toujours dans un marché qui favorise une politique de taux bas, de taux d'emprunt bas,
Et ça, maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années. Hein. Je pense qu'on est sur notre 5e année de taux bas, alors ce qui a tendance vraiment à booster le marché de l'immobilier. Alors bien sûr, ce qui booste aussi le marché de l'immobilier, c'est la force de la valeur immobilière qu'on a encore constatée en période de crise. L'immobilier, ça reste encore et toujours l'investissement préféré des Français. Et ça a d'autant plus d'importance pour nous, non-résidents, qui cherchons vraiment à capitaliser, à préparer notre avenir, à préparer notre retraite. Donc ça fait toujours plus de sens. Et puis, un élément qui est quand même assez intéressant pour nous, non-résidents, ce sont les dispositions particulières pour la signature d'actes à distance. Alors, ce qui avait été mis en place de façon provisoire jusqu'au mois d'août 2020, mais qui a été repris de façon permanente avec un décret du 20 novembre 2020 qui pérennise en fait la possibilité pour les notaires d'établir un acte notarié avec comparution à distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez signer une procuration tout à fait à distance et que vous n'avez plus besoin de vous déplacer en France pour signer votre acte authentique, puisque vous pouvez signer une procuration à présent à distance à partir du moment où le notaire a mis en place le dispositif adéquat. Donc voilà, je laisse la parole à présent à Benjamin pour la partie relative aux critères d'accès au crédit immobilier et pour aller dans le détail de tous ces critères-là. Oui, exactement. Donc, à l'instar des résidents français, les banques sont forcément très attentives à la situation professionnelle de chacun des emprunteurs. Et donc, forcément, elles vont déjà regarder eh bien, le type de contrat qui est en place. Si on est sur on va dire un simple contrat d'expatriation, si on est sur un contrat local, si on est sur un contrat permanent, sur un contrat à temps plein. Donc, vraiment, chaque situation sera scrutée à la loupe par les banques et les propositions seront forcément adaptées à la situation donc de contractuelle de chacun des emprunteurs. En tout cas des candidats à l'emprunt, puisque forcément, il y a en tout cas un gros point commun, c'est que aucun des candidats à l'emprunt ne devra être en période d'essai systématiquement. Voilà, c'est quelque chose qui sera forcément prépondérant dans l'analyse qui sera effectuée par la banque, notamment vis-à-vis de l'ancienneté. Et aussi, on aura l'occasion d'y revenir, mais sur les situations d'exercice en nom propre ou d'entrepreneuriat, également, ce sont des éléments qui sont très prépondérants dans l'analyse qui sera faite par la banque du dossier de financement qui lui sera arrivé. Donc, comme l'a dit Marjorie, on a aujourd'hui notamment, on a plusieurs indicateurs, on a deux qui sont extrêmement forts dans l'analyse d'un dossier de financement. On a la capacité d'endettement, donc qui, comme l'a dit tout à l'heure Marjorie, correspond tout simplement donc au ratio de charges sur les revenus qui vont être acceptés par la banque. Aujourd'hui, grâce à des mesures, on va dire, d'assouplissement des règles d'octroi du HCSF en 2020, on est passé globalement à 35% d'endettement autorisé par les banques. Et on a également donc un deuxième indicateur qui est le reste à vivre, qui va être tout simplement le revenu résiduel par foyer, une fois que l'ensemble des charges ont été acquittées par l'ensemble des actifs du ménage. Forcément, encore une fois, ce sont des éléments qui peuvent varier en fonction des politiques des établissements à un autre, et également en fonction de la composition du foyer, forcément. Une banque n'aura pas du tout les mêmes exigences en fonction qu'on soit sur un foyer qui soit composé de 2 personnes ou qui soit composé de 5 personnes, puisqu'il y a, admettons, 3 enfants dans le foyer, donc forcément qui correspond à des charges supplémentaires qu'il faut être en mesure donc de prévoir. Juste également quelque chose qui était indiqué, donc dans certains cas, effectivement, on peut dépasser, certaines banques peuvent dépasser 35% d'endettement si le reste à vivre est assez important, mais c'est de plus en plus rare dessus, suite justement aux différentes recommandations du HCSF en fin 2019. Voilà, c'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup plus auparavant, qui aujourd'hui est réalisé, on va dire, de manière tout à fait marginale plutôt par les banques, même si ça reste malgré tout possible dans certains cas. Quelque chose également donc, qui est forcément strictement nécessaire, en tout cas de plus en plus demandé par rapport à ce qui était potentiellement réalisé auparavant, c'est l'apport qui est requis. Donc encore une fois, ça varie de manière assez considérable en fonction des politiques de financement de chacun des établissements bancaires, puisque globalement, elles vont raisonner par une logique de ce qu'on appelle de LTV, donc de loan to value, qui va être tout simplement le rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien qui va être accordé. Donc, on va dire que les banques qui seront les plus souples, admettons, vont accepter d'avoir une LTV qui va être à 100%, ce qui va dans ces cas-là dire que globalement, la banque va accepter de financer
100% de la valeur du bien, et ce qui impliquera que pour l'emprunteur, on est juste finalement à apporter l'ensemble, la totalité des frais annexes liés à l'opération d'acquisition. Donc les frais annexes, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais globalement sont les frais de notaire, les frais de dossier, les frais d'agence si vous passez par une agence IMO dans le cadre de l'acquisition du bien ou d'un frais de chasseur d'appart, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble des frais qui sont liés à la fois à l'opération d'acquisition et l'opération de la mise en place du financement pour réaliser cette acquisition. Et donc, comme je disais, d'autres établissements, eux, vont avoir une politique qui va être basée donc, sur la LTV également, mais qui va être différente et qui va être, par exemple, donc, pour juste voilà, donner deux cas concrets, certaines banques qui vont limiter leur LTV donc, à 90%, ce qui implique mécaniquement d'avoir les frais annexes plus 10% d'apport, lorsque d'autres vont autoriser maximum une LTV, par exemple, à hauteur de 80%, donc, ce qui, encore une fois, mécaniquement, va impliquer un apport donc, de 20% plus les frais annexes. D'accord. Donc ça, ainsi de suite, et ainsi de suite, pour arriver, on va dire, jusqu'aux banques les moins souples qui vont limiter leur LTV, admettons, jusqu'à 50% de la valeur du bien. Et également, donc, un point donc, extrêmement important qui est les contreparties. Alors, je ne vais rien vous apprendre quand je vous dis que comme toutes les entreprises, les banques ont une finalité économique et lorsque forcément elles financent une clientèle de non-résidents, elles le font dans un unique but de pouvoir capitaliser sur le développement futur d'une relation commerciale. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Marjorie à juste titre, et ce depuis quelques années, on est dans un contexte de taux faibles. Et donc, ce qui implique forcément une diminution assez considérable des marges d'intermédiation que les banques pouvaient pratiquer et qu'elles pratiquent aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que globalement, pour faire très simple, elles gagnent beaucoup moins d'argent sur le crédit qu'elles pouvaient en gagner dans les années passées. Et aujourd'hui, donc clairement, lié à cette conjoncture économique, les banques n'ont absolument pas vocation à en faire du prêt sec, comme le faisait par exemple un établissement qui était le Crédit Foncier de France, qui est un établissement qui appartenait au groupe BPCE, qui est le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, et qui a fermé ses portes en 2018 et qui donc n'était pas une banque, mais qui était purement un établissement de crédit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle demande systématiquement des contreparties d'épargne financière, qui encore une fois va varier en fonction des établissements bancaires, mais si on peut tenir un propos qui soit malgré tout assez général, mais qui puisse refléter la réalité du marché, on peut dire qu'elle demande en général 10% du montant du prêt avec un minimum de 20 000 euros qui soit déposé donc, dans leur livre. Et encore une fois, donc ça, on pourra y revenir tout à l'heure, notamment si vous avez des questions sur le sujet, mais effectivement, il peut y avoir beaucoup de variations en fonction du dépôt qui sera demandé, de la forme du dépôt sur les supports qui seront proposés, notamment ou mis à disposition pour les candidats à l'emprunt. Et bien évidemment, donc, au-delà de la contrepartie épargne, bon, là, ce qui est beaucoup plus, on va dire, traditionnel et classique, forcément, elle demande également la détention d'un compte chèque au sein de la banque pour y prélever tout simplement les échéances de prêt et éventuellement y domicilier les revenus locatifs si on est sur un projet d'investissement donc immobilier à but locatif. Légalement, donc l'assurance de prêt, forcément, en fait, encore une fois, à l'instar des résidents fiscaux français, lorsqu'un prêt est accordé, une assurance de prêt est obligatoire. Alors, ce qui va changer par rapport à ce que vous avez peut-être connu, vous avez peut-être entendu par rapport à ce qui se pratique sur le marché français, les garanties, très généralement, sont demandées, les garanties des assurances emprunteurs, pardon, qui sont demandées sont un petit peu minorées par rapport à ce qui peut être demandé lorsqu'on est résident français, puisqu'elles se limitent globalement au décès et aux pertes totales irréversibles d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les garanties d'interruption temporaire de travail, avec notamment des franchises, etc., qui pouvaient être variées en fonction de l'activité et également des politiques des banques. Donc de manière tout à fait transparente, c'est quelque chose qui a un coût beaucoup moindre forcément que lorsqu'on est résident fiscaux français, puisque, comme je disais, mécaniquement, étant donné qu'il y a des garanties qui ne sont pas présentes sur ce type d'assurance, on va avoir un coût qui va être minoré. Et bien évidemment, je le précise également, forcément, l'assurance tombe également sous la loi Hamon ou l'amendement Bourquin. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure si certains souhaitent avoir des informations, mais ce qui veut dire que vous n'êtes pas marié avec un contrat d'assurance pendant toute la vie du prêt, que vous pouvez, grâce à certains dispositifs, dont les deux que je viens de citer, pouvoir notamment changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment. On va voir qu'il y a également plusieurs points d'attention particuliers qu'il faut appréhender lorsqu'on émet une demande de financement. Le premier, c'est les travaux. La majorité des banques financent les travaux.
je dis bien la majorité, puisque toutes ont encore certaines limites et en tout cas n'interviennent pas forcément sur les travaux. Mais par contre, en revanche, c'est quelque chose qui va être systématique, c'est les banques qui acceptent de financer les travaux le font à partir du moment où on est sur un montant que j'ai l'habitude de dire qu'il va être cohérent par rapport à la valeur du bien. C'est-à-dire que globalement, il ne faut pas compter financer globalement à peu près 25-30% de travaux par rapport à la valeur du bien. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être assez commun, assez général aux banques qui vont financer donc les travaux. Et également, c'est pourquoi j'insiste sur ce montant cohérent, puisqu'aujourd'hui il y a une émergence notamment de beaucoup de projets qui impliquent de fortes rénovations, donc de forts montants de travaux, et où est-ce que justement les banques ne vont pas retrouver cette marge de sécurité vis-à-vis donc des garanties qui vont être prises sur le bien immobilier et donc par rapport au montant du prêt qui va être accordé. Également, juste pour finir sur la partie travaux, puisque c'est quelque chose qui revient assez généralement lorsqu'on évoque ces cas de figure. Il est possible, je dis bien il est possible de mettre des différés d'amortissement pour pouvoir réaliser les travaux sur le prêt lorsqu'on va effectuer la demande d'emprunt, ce qui forcément va permettre de pouvoir, on va dire, réaliser les travaux avec sérénité et surtout de pouvoir après donc attendre que les travaux soient terminés pour pouvoir mettre le bien en location et donc générer des revenus locatifs. Donc, comme tout à l'heure, je disais également, le deuxième point qui est très particulier, c'est la situation d'entrepreneur. Pour ce segment, il faut être tout à fait transparent dessus. C'est beaucoup plus dur de trouver un financement. Et ce que vous soyez gérant d'une PME, que vous soyez simplement en exercice en nom propre, les banques commerciales écartent très souvent ces dossiers, car de manière tout à fait concrète, soit elles ne savent pas faire ou elles ne veulent pas forcément étudier des liasses fiscales qui seraient différentes aux normes comptables sur lesquelles elles ont l'habitude de travailler en France. Euh, Seules certaines banques privées peuvent intervenir, mais dans des conditions qui sont très spécifiques et donc sur lesquelles, si certains notamment sont intéressés pour avoir on va dire les conditions d'intervention de certaines banques privées sur ce segment, on pourra répondre à toutes vos questions avec plaisir en fin de webinaire. Également, quelque chose qui est extrêmement important et qui va être prépondérant dans l'analyse du dossier de financement, c'est le mode de détention. Donc, dans le mode de détention du bien, ou en tout cas de l'achat, j'entends par là, en gros, si les candidats à l'emprunt sont des personnes physiques ou des personnes morales. Les personnes physiques, c'est évidemment donc comme vous ou moi qui voudrait acheter par exemple en nom propre un bien immobilier pour le mettre en location pour en faire sa résidence secondaire. Donc ça, forcément, c'est, on va dire, ce qui est pratiqué de manière majoritaire. Ensuite, beaucoup de personnes, beaucoup de candidats à l'emprunt sont notamment intéressés pour des raisons soit fiscales ou soit tout simplement patrimoniales, de vouloir réaliser les opérations euh, via une personne morale. Et donc là, forcément, la personne morale, c'est beaucoup, encore une fois, aujourd'hui, conjoncturellement, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un financement. Pourquoi? Parce que, et on aura encore l'occasion d'y revenir si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le sujet, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque de France a inséré, on va dire, dans les années 2000, des garde-fous, initialement des garde-fous, via des taux d'usure, et qui fait que les banques ne peuvent pas proposer des prêts dont le TAEG, le taux annuel effectif global, dépasserait ce taux d'usure. Et la problématique où est-ce qu'on fait, où on fait face ce sont par exemple des SARL ou des SCI qui souhaiteraient emprunter, c'est qu'on n'est pas sur le même barème des taux d'usure qui sont appliqués, qu'on soit donc en personne physique ou en personne morale. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, pour les prêts qui seront réalisés de 2 à 20 ans, on a un point de différence d'acceptation, notamment sur les taux d'usure. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de manière tout à fait concrète, c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter en SCI ou en SARL lorsqu'on est non-résident. Un autre élément, les conditions suspensives. Les conditions suspensives, c'est tout simplement donc un dispositif qui permet d'apporter une protection à l'acquéreur d'un bien immobilier, notamment lorsqu'on va y insérer, donc quand on déclare avoir recours à un prêt bancaire, c'est tout simplement quelque chose qui va permettre de sécuriser, de se sécuriser si jamais on faisait face à un ou plusieurs refus de prêt, donc qui forcément allait rendre impossible l'opération d'acquisition. Les conditions suspensives, donc dans ces cas-là, sont datées.
Et donc, nous, forcément, en tant que courtier, on a quelques prérogatives et quelques conseils là-dessus qui peuvent avoir leur importance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions suspensives, le minimum légal qui doivent être mentionné dans un compromis de vente, c'est 40 jours. Aujourd'hui, 40 jours, c'est extrêmement faible pour pouvoir réaliser toutes les étapes d'une opération de courtage et surtout pour pouvoir recueillir une ou plusieurs offres de prêt qui permettront tout simplement donc de lever les conditions suspensives. C'est pour ça que nous, on insiste vraiment sur ce point pour tout simplement inviter l'ensemble des emprunteurs à faire un travail de pédagogie avec les notaires de manière à insérer à minima 60 jours pour pouvoir trouver une offre de prêt, puisque forcément, lorsqu'on est non-résident, c'est toujours un petit peu plus long dans les démarches et notamment dans les rendez-vous qui peuvent être réalisés donc avec les différents partenaires bancaires. Un autre point, donc les garanties, les différentes garanties. Alors tout simplement, lorsqu'un prêt est accordé par une banque, forcément la banque va prendre une garantie sur un financement. Cette garantie peut être prise sur plusieurs formes. De manière assez synthétique, je vais en évoquer que trois qui sont les trois les plus utilisés, qui sont notamment tout simplement la garantie via ce qu'on appelle une PPD ou une hypothèque, donc un privilège de prêteur de deniers ou une hypothèque. Donc ça va varier tout simplement en fonction de la nature du bien, si on est sur un bien ancien ou sur un bien neuf notamment. Et donc là, ça se fait au travers d'un acte notarié, ou alors on va avoir une deuxième garantie qui est très utilisée et qui est beaucoup plus en vogue, notamment depuis une quinzaine d'années, qui est tout simplement l'intervention des sociétés de caution, dont les plus connues sont par exemple le Crédit Logement, la SACEF, le CMH ou la CAMCA, et qui sont donc des sociétés de caution qui sont propres à chacun des groupes bancaires. Et également, la troisième garantie, c'est également donc, le nantissement d'actifs financiers, où est-ce que là, tout simplement, vous allez mettre des capitaux financiers en face en collatéral du prêt qui vous est accordé. Et également, donc, le dernier point, c'est les frais donc, qui sont inhérents à une opération donc, immobilière. J'en l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu, et Marjorie va y revenir dans les slides suivants, dans le cadre des exemples qu'elle va vous proposer dans le cadre donc, des différents calculs d'enveloppe. Et donc voilà, de manière tout à fait synthétique, c'est comme évoqué tout à l'heure, c'est l'ensemble des frais annexes qui devront donc être financés par l'apport des emprunteurs. Et je te laisse la main, Marjorie. Ok, super. Déjà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, qu'on ne va pas trop vite. L'idée, c'est vraiment que vous ayez de toute façon la vision globale. Et puis ensuite, on reprendra des points plus en détail. N'hésitez pas déjà à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse reprendre les points au fur et à mesure. Donc, comme le disait Benjamin, je vais intervenir cette fois-ci sur le vif du sujet, la partie plus chiffrée qu'apparemment 2/3 d'entre vous attendaient avec impatience, sur le calcul de l'enveloppe de prêt. Alors, une petite partie d'abord théorique qui a vraiment une importance particulière dans cette présentation, ce sont les critères qui sont pris en considération. Et encore une fois, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais on insiste, le taux d'endettement, c'est un des premiers critères qui sera vraiment étudié, analysé, pris en considération par les banques françaises, mais ce n'est pas le seul. Il y a également l'apport que vous allez injecter. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre, ce sont deux critères cumulatifs qui vont être pris en considération pour pouvoir déterminer votre enveloppe de prêt. Alors, le taux d'endettement, pour revenir encore une fois sur ce sujet et pouvoir justement savoir comment on le calcule, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quoi? C'est la proportion de vos charges par rapport à vos revenus. Alors, quand on dit ça, ça paraît simple. Encore faut-il savoir ce qu'on met dans charge et ce qu'on met dans revenus. Alors, déjà sur la partie rentrée d'argent, on va parler de vos revenus professionnels fixes. Donc, ce qui est pris en considération, c'est le fixe net de charges sociales par l'intégralité des banques françaises. C'est souvent, en tout cas dans 99% des cas, le montant sur lequel on va se baser. Également, vos bonus peuvent être pris en considération, mais par un nombre limité de banques ou alors sur appréciation purement qualitative. Alors, quand c'est pris en considération par certaines banques, c'est souvent la moyenne des 3 dernières années, donc il faut déjà pouvoir vérifier une certaine ancienneté dans le poste avec, encore une fois, des montants perçus pendant les 3 dernières années sur lesquels on fait la moyenne et sur lesquels on applique en plus une pondération. Donc, exemple, l'un de nos partenaires bancaires va pouvoir prendre en considération
ces bonus sur base de 50% de la moyenne des 3 dernières années. Donc voilà, il faut avoir ces spécificités-là, mais encore une fois, il y a certaines banques qui ne les prennent pas du tout en considération. Alors également dans la partie revenus, pour les personnes qui ont déjà un patrimoine immobilier et qui ont déjà réalisé des investissements locatifs, il y a également les revenus fonciers, donc les loyers que vous percevez, que vous encaissez sur les biens dont vous êtes déjà propriétaire. Et là, encore une fois, d'une façon générale, c'est 70 à 80% de vos revenus fonciers qui sont pris en compte dans la balance de vos revenus. Alors ensuite, du côté des charges, d'une façon générale, si vous êtes locataire de votre résidence dans le pays dans lequel vous résidez, donc en Australie, à Singapour, à Hong Kong, en Suisse, il y a le loyer à charge qui va peser dans la balance, et puis à charge également les mensualités d'emprunt que vous auriez éventuellement déjà sur soit un bien immobilier, soit un crédit personnel, soit un prêt étudiant. Donc ça, ce sont des éléments qui sont pris dans la balance. Donc tout simplement, ce taux d'endettement va être le rapport des charges qu'on vient d'énumérer sur la partie revenus qu'on vient également de préciser. Alors le deuxième élément qui est pris en considération, c'est votre rapport. Puisque pour pouvoir réaliser un projet immobilier, il faut également avoir des fonds mobilisables pour la réalisation de ce projet. Alors à travers l'apport, on peut distinguer 3 sous-parties que sont premièrement les frais annexes. Donc d'une façon générale, en principe, nos partenaires bancaires demandent à ce que les frais annexes soient financés sur fonds propres. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les frais annexes qui ne rentrent pas du coup dans l'enveloppe de prêt et qu'il faut avoir à disposition pour le projet? Il y a donc les frais de notaire, donc qui dépendent d'un bien ancien ou d'un bien neuf, qui peuvent être variables selon le type de bien dont vous souhaitez faire l'acquisition. Les frais de garantie, donc Benjamin a repris la partie garantie tout à l'heure, et donc en fonction de la garantie qui sera prise sur le bien, il y aura les frais qui en découlent. Également les frais d'intermédiaire. Alors par intermédiaire, on entend les frais d'agence, chasseurs d'appartements, également les frais de courtage qui sont pris en considération dans cette enveloppe de frais annexes et qui sera injectée sur fonds propres, les frais de dossier banque, également des meubles. Si dans votre compromis, il est écrit qu'il y a un prix d'acquisition net vendeur de 200 000 € plus des meubles à hauteur de 5 000 €, les 5 000 € ne seront pas pris en compte dans l'enveloppe potentielle de prêt. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, deuxième type d'apport, c'est l'apport personnel. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, certaines banques demandent à ce qu'il y ait, donc c'est la notion de loan to value, de LTV que mentionnait tout à l'heure Benjamin. Donc c'est finalement, en fait, si vous avez un projet à 200 000 € prix d'acquisition hors frais, et que pour accéder aux conditions de la banque, elle vous demande par exemple 10% d'apport personnel, là dans ce cas, vous devrez injecter donc 20 000 € d'apport personnel plus les frais annexes. Donc après, c'est assez dépendant des banques et des conditions qu'elles vont demander pour accéder au crédit immobilier avec leur établissement. Et puis, le collatéral ou les contreparties, d'une façon plus générale. Alors, c'est vraiment le montant dont on dispose déjà sur un compte personnel et que la banque nous demande de transférer sur un compte qu'on ouvrira dans ses livres. Alors, c'est bien sûr un gage de développement d'une relation commerciale sur le long terme. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, voilà, en tant que non-résident, on n'a pas forcément ses salaires domiciliés au sein de la banque, on représente moins d'intérêts globalement qu'un résident français qui est un client du quotidien, qui va utiliser son compte tous les jours. Donc, quelque part, en termes de contrepartie, la banque va vous demander de transférer un certain montant pour montrer que vous souhaitez développer cette relation commerciale avec elle sur le long terme. Alors, si on passe maintenant à la partie un peu plus chiffrée, alors on va procéder en plusieurs étapes. Premièrement, donc on va partir d'un cas hypothétique d'un couple non résident qui perçoit des revenus professionnels de l'ordre de 15 000 €, qui est également déjà propriétaire d'un bien sur lequel il perçoit des revenus fonciers à hauteur de 500 €. C'est un couple qui paye un loyer de 2 000 € dans leur pays de résidence
et attaché au bien immobilier qui rembourse des mensualités d'emprunt à hauteur de 1 000 €. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quel est le taux d'endettement? Donc là, calcul très simple, vous l'aurez compris, charge divisée par revenu, et on arrive sur 19,35%, qui est le taux d'endettement classique calculé pour le couple, avec un reste à vivre de 12 500 €. Donc là, c'est un exemple qui est assez intéressant parce que, par exemple, si on avait eu le cas il y a un an et demi, en termes d'endettement, on aurait pu largement dépasser les 35% et on aurait pu pousser vraiment l'enveloppe de prêt un petit peu plus haut. Mais en l'état actuel des choses, donc comme on vous le disait, la question à se poser en premier lieu, c'est quelle mensualité d'emprunt finalement je peux ajouter à ce schéma pour ne pas dépasser un endettement de 35%. Donc là, clairement, le calcul, il est assez simple. On a simplement ajouté 2 300 € aux mensualités d'emprunt pour arriver à un taux d'endettement un petit peu supérieur à 34% et s'assurer qu'on reste en dessous de la barre des 35%. Alors, mon calcul, il est partiellement juste, on va dire, parce que là, si par exemple, ce qu'on n'a pas pris en considération dans ce schéma-là, c'est si le couple souhaite faire un futur investissement locatif, on aurait très bien pu imaginer qu'il y aura des revenus fonciers supplémentaires. Donc, c'est-à-dire, imaginons, on a 1 000 € de revenus fonciers supplémentaires par rapport à l'acquisition qui est visée, et là, dans ce cas, dans les revenus fonciers, on aurait tout à fait pu rajouter 700 ou 800 € pour pouvoir recalculer le taux d'endettement et donc la nouvelle mensualité d'emprunt auquel ils auraient droit. Bon, par simplification, on va rester là-dessus, mais sachez en tout cas que dans le cadre d'un investissement locatif, bien sûr, les revenus locatifs futurs peuvent être pris en considération à partir du moment où ils peuvent être justifiés. Alors la justification, elle peut se faire soit en ajoutant au dossier un contrat de bail qui serait déjà en place. Donc ça, c'est l'idéal. On a clairement déjà un locataire en place, un loyer qui est perçu. Et puis, si ce n'est pas le cas, on peut tout à fait demander une attestation de valeur locative auprès d'une agence immobilière de proximité. Alors, la question ici, c'est plutôt de se dire, une mensualité de 2 300 €, c'est bien de le savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enveloppe à proprement parler? Et ça, c'est mon étape numéro 2. Comment calcule-t-on l'enveloppe de prêt maximum? Donc, ce couple, avec une mensualité de 2 300 €, s'il souhaite rembourser sur une durée de 15 ans, alors on a pris un taux d'emprunt tout à fait hypothétique qui est dans les standards du marché, on arrive avec cette simulation à 378 700 €. C'est finalement l'enveloppe qui serait accordée à ce couple si on part sur une durée de 15 ans. Alors, on peut aussi s'interroger de la même façon sur une durée de 20 ans, encore une fois en prenant un taux d'emprunt tout à fait classique sur le marché pour les non-résidents, où là, on arrive bien sûr à une enveloppe plus élevée puisqu'on a 5 années supplémentaires, et là, on arriverait à une enveloppe de 481 200 €. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que ce couple, dans cette situation, avec 2 300 € de mensualité supplémentaire, peut prétendre à un prêt entre 380 000 et 480 000 €, si on part sur une durée de 15 ans ou 20 ans. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? On pouvait me dire, pourquoi on ne part pas tout de suite sur une durée de 20 ans ou même plus? Alors déjà, d'une part, c'est que la durée est souvent limitée. Sur les partenaires bancaires qui se positionnent sur du non-résident, on est sur des durées d'emprunt souvent plafonnées à 20 ans, sachant que certaines banques limitent également le prêt à 15 ans quand il s'agit d'investissement locatif. Alors ensuite, selon votre stratégie d'investissement sur le long terme, selon le prêt, la mensualité que vous souhaitez, la durée d'emprunt que vous imaginez également, plein d'éléments en fait qui ont vraiment un lien avec votre situation personnelle, on va pouvoir vous orienter sur le schéma qui vous correspondra le mieux. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on a l'enveloppe maximum, c'est plutôt quel est le montant que j'ai besoin d'avoir à disposition pour réaliser concrètement mon projet immobilier. Alors, on aurait très bien pu se dire, alors partons d'un montant de 380 000 ou 480 000 € d'emprunt, ou alors plutôt partons d'une enveloppe que j'ai à disposition, par exemple 100 000 €, et à combien j'ai droit au maximum. Alors, la question, je l'ai plutôt inversée dans cette partie-là.
Et je suis plutôt partie en fait, d'une simulation avec une hypothèse d'un projet immobilier à 250 000 euros. Pourquoi? Parce que vous allez voir, selon le scénario qu'on va prendre en considération, on va avoir deux scénarios qui reviennent assez régulièrement au niveau des banques. On va avoir un apport qui sera demandé, qui sera assez différent, assez changeant. Donc là, on est sur 250 000 euros, donc on pourrait très bien imaginer un financement à 100% pour ce couple, puisque pour aller, ils peuvent très bien aller jusqu'à 381 000 euros sur 15 ans ou 480 000 euros sur 20 ans, donc on peut tout à fait aller sur 250 000 euros, qui peut le plus, peut le moins. Et donc, schéma numéro 1, calculons ensemble les trois types d'apports pour savoir quelle est la somme que je dois avoir à disposition. Donc on a les frais annexes, l'apport personnel et le collatéral. Donc les frais annexes, on peut les reprendre dans le détail pour voir un petit peu ce qui a été pris pour hypothèse. Donc frais de notaire, frais de garantie. Alors si on part du principe qu'il s'agit d'un bien ancien, donc existant, on est sur des frais de notaire qui sont estimés à 7,5%, et des frais de garantie en général qui vont tourner autour de 1%. Alors c'est une estimation qui est affinée en fonction de la garantie sur laquelle la banque va se positionner. Donc on va être sur 21 250 euros à ce niveau-là. Alors frais d'agence meubles, on les a mentionnés, on les a mis à zéro, mais simplement juste pour ne pas les oublier. Dans notre hypothèse, on n'a pas de frais d'agence, on n'a pas de meubles. Frais de courtage, alors j'ai pris tout simplement nos frais à nous. On est sur 1% du montant emprunté qui sont vraiment nos frais d'accompagnement du moment où on constitue le dossier jusqu'au moment où vous devenez réellement propriétaire. Donc là, on est sur 1%. Et les frais de dossier de la banque, dans ce cas-là, on est sur 500 euros. Donc déjà, au niveau des frais annexes, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur une enveloppe de 24 250 euros. Alors, apport personnel 100%. Non, apport personnel, c'est en fait 0%, mais 100% au niveau du financement. Donc là, vous voyez que c'est 0 euros, puisque la banque, dans ce schéma-là, on va pouvoir aller sur 250 000 euros empruntés. Et donc, dans le schéma, encore une fois, qui est celui qu'on présente aujourd'hui, on va avoir un collatéral qui sera demandé de la part de la banque à hauteur de 10%. Et souvent, ce qui revient, c'est le minimum de 20 000 euros, comme le mentionnait tout à l'heure Benjamin. Donc, ce qui signifie que dans cette hypothèse-là, dans cette option numéro 1, avec 50 000 euros à ma disposition, je peux réaliser mon projet immobilier. Et dans ces 50 000 euros, ce qu'il faut simplement se dire, c'est qu'il y a 25 000 euros qui restent partie intégrante de mon patrimoine personnel, qu'on me demande juste de déplacer d'un compte A que je détiens déjà à un compte B, qui est le compte que je vais ouvrir auprès de la banque qui va me prêter de l'argent pour ce projet immobilier. Donc finalement, le réel coût de ce projet par rapport à cette option numéro 1, c'est 24 250 euros. Alors, ça, c'est vraiment un exemple qui vous permet d'optimiser en fait l'effet de levier pour les personnes qui ont vraiment envie de profiter des taux bas, et on est souvent sur cette tendance, l'optimisation, l'effet de levier, aller le plus loin possible au niveau de l'enveloppe de prêt. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a des autres scénarios qui sont tout aussi différents. Et donc là, par exemple, dans ce deuxième schéma, je ne vais pas avoir besoin de 50 000 euros, mais je vais avoir besoin de 74 250 euros. Alors pourquoi? Parce que ici, on est sur un partenaire bancaire qui ne va pas vous demander de collatéral, donc vous n'aurez pas d'argent à déplacer à proprement parler, mais par contre, qui va vous demander un apport personnel de 20%, donc qui va pouvoir aller sur un financement à hauteur de 80%. Donc ça, ce sont vraiment des critères, ça plaît pas, ça dépend de vos objectifs, ça dépend aussi éventuellement de la mensualité que vous souhaitez, encore une fois, de la durée du prêt, etc. Mais quelque part, c'est deux schémas complètement différents qui répondent à des objectifs complètement différents. Donc là, finalement, la seule différence qu'on a, qui est une différence tout à fait notable, c'est qu'en termes d'apport personnel, on va devoir injecter ces 50 000 euros et que là, elles ne seront plus partie intégrante de notre patrimoine personnel. Et par contre, qu'aucun collatéral nous sera demandé dans ce schéma. Donc ce qu'on ne dit pas ici, c'est qu'il y a d'autres spécificités à prendre en considération. Par exemple, la banque numéro 1 peut financer sur 15 ans maximum
quand il s'agit d'un investissement locatif lorsque la banque numéro 2 peut financer sur 20 ans. Voilà, des éléments comme ça. Sur la banque numéro 1, il y a également des frais de gestion à prendre en considération puisqu'ils demandent la souscription d'un pack spécial expat quand la banque numéro 2 n'est pas exigeante par rapport à ça. Donc il y a vraiment, d'une part, ces éléments-là qui sont les éléments principaux à prendre en considération, et puis ensuite tous les à côté pour savoir, pour la suite du process, qu'est-ce qu'on va me demander exactement. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous par rapport à cette partie-là, puisqu'on passe maintenant à la dernière partie de cette présentation avec les étapes de l'obtention d'un prêt immobilier. Donc je te repasse la parole, Benjamin. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Marjorie, est-ce que tu peux juste passer sur l'écran suivant, s'il te plaît? Ok, voilà. Donc tout simplement, c'est forcément dans le cadre donc de l'analyse d'un dossier de financement, la première étape qui va être on va dire primordiale et qui est souhaitée donc de pouvoir préparer votre projet en amont, c'est qu'on puisse déjà échanger sur votre projet en lui-même, sur tout simplement en fait pour pouvoir dessiner les possibilités qui vont s'offrir à vous entre ce que vous souhaitez faire et ce que vous ne souhaitez pas faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, hein. Et donc c'est pour ça que il est vraiment indispensable de préparer le dossier bien en amont avant que vous ayez même signé un compromis, de manière à ce qu'on puisse tout simplement valider ou pas déjà le dossier initialement et qu'on puisse vraiment identifier toutes les pistes de solutions qui pourront s'offrir à vous à terme. Donc forcément, une fois qu'on a découvert le besoin, on va passer sur la préparation du dossier. Donc ça qui est vraiment quelque chose qui nous concerne uniquement nous, Marjorie et moi, et qui globalement, de manière très synthétique, on va tout simplement, via un dossier qui va résumer votre situation, tant personnel, tant d'état civil, tant professionnel, qui va être une photographie de votre patrimoine avant projet, après projet, avec un commentaire argumenté du projet immobilier que vous avez. C'est avec ces éléments-là qu'on va consulter les banques. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas votre dossier intégral avec l'ensemble des pièces que vous avez données dans un premier temps et qui nous ont permis de constituer le dossier. C'est vraiment un dossier synthétique qu'on va nous créer pour pouvoir consulter les banques et ensuite donc rentrer en négociation avec elles de manière à ce qu'elles puissent nous faire parvenir les propositions quand elles souhaitent se positionner. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive directement à cette étape 4. Une fois qu'on est à l'étape 4 et qu'on a donc recueilli l'ensemble des propositions bancaires, on fait un point tout simplement ensemble de manière à pouvoir vous expliquer quels sont les avantages et inconvénients de chacune des propositions, qu'on puisse faire le point sur la proposition dans sa globalité, c'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de montant du prêt, en termes d'apport, en termes de garantie, en termes de montant des frais de dossier, en termes de collatéral et donc de type de collatéral, puisque notamment je vois qu'il y a une question de pinching, on aura l'occasion de revenir dessus. Il y a plusieurs formes de collatéraux qui peuvent être demandés. Donc tout ça fait partie des éléments qui sont bien sûr prépondérants justement pour pouvoir analyser et apprécier une offre de prêt vis-à-vis d'une autre. Et donc tout ça, forcément, on le fait ensemble. Et une fois qu'on a donc choisi la banque, on va prendre contact avec le conseiller bancaire de manière à organiser tout simplement un rendez-vous. Donc une fois que la prise de contact est effectuée, le conseiller bancaire donc, va forcément organiser un rendez-vous de manière à établir les formalités de l'assurance emprunteur, mais également de tout ce qui va être ouverture de compte, forcément qui est strictement nécessaire à pouvoir après prélever les échéances de prêt. Donc tout ça, forcément, c'est un délai notamment potentiellement de 1 à 2 semaines. Et c'est donc un élément absolument indispensable pour pouvoir notamment éditer donc les offres de prêt. Une fois que les offres de prêt sont éditées, vous avez, et notamment lorsqu'on est dans le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on fait une acquisition tout simplement en nom propre, en tant que personne physique, on va avoir un délai légal à respecter, qui est un délai Scrivener, qui s'appelle tout simplement le délai Scrivener, et qui est donc un délai de réflexion obligatoire qui fait que vous n'avez pas la possibilité d'accepter les offres avant un délai de 11 jours après la réception de celle-ci. Donc c'est vraiment absolument obligatoire et
personnes qui voudraient s'en affranchir, malheureusement, on perdrait tout simplement un peu plus de temps, puisque ça peut arriver que ce passage-là ne soit pas bien compris, mais dans ce cas-là, la banque juge les offres caduques et doivent être réémises. Donc forcément, on peut perdre un petit peu de temps. Une fois que les offres de prêt ont bien été réceptionnées, qu'elles ont été contrôlées et validées par la banque, ça veut dire que là, on peut faire face donc à une signature très imminente de l'acte authentique de vente, et donc il va être simplement le moment où est-ce que vous allez pouvoir récupérer les clés. Ce sera un petit peu plus compliqué si vous êtes en Australie forcément de les récupérer, mais en tout cas vous allez pouvoir signer l'acte authentique de vente, pardon, et que vous serez réellement donc propriétaire du bien que vous avez acheté. Voilà, c'est pour ça que notamment toutes ces étapes-là, elles sont déjà relativement nombreuses. Certaines peuvent prendre un peu plus de temps plutôt que d'autres. On peut faire face à des différentes conjonctures vis-à-vis des banques qui peuvent faire qu'on peut avoir des délais notamment un peu plus longs. Et c'est pour ça que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très important, notamment pour vous, pour bien mener votre projet, de le faire surtout de manière le plus serein possible, de pouvoir prévoir des conditions suspensives d'obtention de prêt, un minima de 60 jours, vraiment pour pouvoir travailler en toute efficacité et en toute sérénité sur votre projet. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier donc pour votre attention. Et donc justement, on va répondre à l'ensemble des questions que vous avez, déjà celles qui ont déjà été posées. Si vous en avez d'autres, en tout cas, n'hésitez surtout pas. On va être le plus complet possible. En tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Alors, je vais retirer le partage de mon écran. Voilà. Ça, je reprends. Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas si... On reprend les questions. Johan, tu veux le faire? Comment tu veux procéder? Oui. Ouais. Je peux les balayer au fur et à mesure. Ouais, je vais regarder. Donc, si je reprends, je pense que je remonte un petit peu le fil. Je pense que la première qu'on avait, c'était de Manon. Je remonte. Ouais. Qui demandait est-ce qu'on avait uniquement les bonus au niveau de la pondération ou également les revenus? Alors, seulement les bonus sont une pondération ou également les revenus. Alors, les revenus professionnels fixes, alors ils ne sont pas pondérés. Par contre, il y a certaines banques qui peuvent prendre une marge une marge de sécurité par rapport au taux de change. Pardon, je ne trouvais plus mes mots. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les banques. Il y en a certaines qui le font, d'autres qui ne le font pas. En général, les revenus professionnels fixes net de charges sont pris en considération à 100%. Par contre, voilà, c'est plus au niveau des bonus que là, il y a une grosse différence par rapport à certaines banques qui vont les prendre en considération, d'autres non. Après, si on voit vraiment que c'est un élément indispensable pour pouvoir faire passer le financement, honnêtement, quand on voit que le profil est très bon, que le financement ne peut passer qu'en prenant en considération les bonus, on fait une demande de prévalidation auprès de plusieurs partenaires bancaires avant que la personne ait signé quoi que ce soit. Donc, ce qui nous permet de façon confortable d'avoir déjà un avis. Alors, ça ne vaut jamais un avis définitif, ça c'est clair, mais par contre, au moins, on va pouvoir avoir une certaine sécurité quelque part par email de la part d'un ou plusieurs partenaires bancaires qui nous indiquent son intérêt pour continuer avec ce client, même si on dépasse le taux d'endettement et qu'il prend en considération éventuellement les bonus. Donc voilà, par sécurité, on arrive quand même à trouver des points de dérogation. Ok, super, merci Marjorie. Question suivante de Pinchy qui demande si le montant collatéral est bloqué pendant toute la durée du prêt. Alors là-dessus, il y a 3 cas de figure sur les collatéraux qui peuvent être demandés. Donc je vais être vraiment le plus complet possible. Le premier cas de figure, c'est le fait tout simplement de déposer de l'épargne sur les supports de votre choix, et ces supports-là ne seront pas nantis. Donc ça, c'est vraiment le premier cas de figure, on va dire, où est-ce que la banque est totalement souple. Si vous, j'ai une bêtise, vous avez 50 000 € à déposer par rapport au montant du prêt qui a été souscrit. C'est vous, dans ce cas-là, qui allez décider simplement de savoir sur quel support d'investissement, si vous voulez diversifier
cette épargne sur plusieurs supports. En tout cas, voilà, il n'y aura pas du tout de nantissement de ces collatéraux. Et c'est plus vraiment une sorte de gentleman agreement sur lequel vous allez développer la relation commerciale avec la banque. Donc ça, c'est vraiment le premier cas de figure. Bon, allez, si je peux essayer de le quantifier, on va dire que c'est dans 50% des cas, on va dire on peut se retrouver dans cette situation. Le deuxième cas de figure, c'est tout simplement d'avoir une banque qui vous dise écoutez, vos fonds ne seront pas nantis. En revanche, on va vous imposer des supports d'investissement parce que nous, on souhaite capter un minimum d'épargne et surtout d'épargne financière, c'est-à-dire sur lesquelles la banque va pouvoir développer plus de PNB. Le PNB, c'est du produit net bancaire, c'est l'équivalent globalement du chiffre d'affaires pour toute activité financière. Donc dans ce cas de figure-là, en fait, tout simplement, la banque va vous dire, voilà, admettons, ces 50 000 € devront être investis sur un compte titre et sur des fonds maison. L'argent ne sera pas nanti en revanche, vous pourrez le retirer si vous le souhaitez, mais donc là forcément c'est moi qui vous le dis, à partir du moment où vous investissez sur de l'épargne financière, vous pouvez notamment avoir des frais d'entrée et surtout faire face à des fluctuations de l'épargne, et donc forcément ça peut être un élément qui peut empêcher tout simplement de vouloir verser ce collatéral. Et donc le troisième cas de figure qui forcément on va dire sera le moins souple, c'est celui où est-ce qu'on va vous imposer le support d'investissement, pardon, qui peut être très bien sur des comptes titres, sur des contrats assurance vie ou des contrats de capi, et sur lequel l'épargne pourrait être nantie, donc c'est-à-dire bloquée en tout cas pendant une certaine durée du prêt, voire toute la durée du prêt. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est bien défini en amont, et justement, ça fait partie, en tout cas, des éléments qui sont vraiment prépondérants dans l'analyse d'une offre vis-à-vis d'une autre, et qui fait justement l'objet de beaucoup d'attention lorsqu'on vous fait le retour des différents partenaires bancaires, en tout cas des propositions qui font des différents partenaires bancaires, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est forcément et légitimement extrêmement important donc, pour tous les candidats à l'emprunt. Très bien, merci Benjamin. Pour précision, en fait, simplement, c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on recherche à travers ce partenaire bancaire. Est-ce qu'on cherche juste à faire le prêt avec l'apport minimum et on ne veut rien mettre en plus, et voilà, ou alors est-ce qu'on veut saisir cette opportunité aussi pour peut-être aller élargir le spectre de la consultation et aussi en profiter pour faire une optimisation au niveau de son patrimoine financier. Donc est-ce qu'on cherche plutôt un partenaire qui va nous permettre d'avoir des solutions d'investissement, une gestion un peu plus dédiée, plus patrimoniale, ou est-ce qu'on s'intéresse au prêt et uniquement au prêt, auquel cas on sera vraiment au minimum de l'apport qui est demandé. Nous, ce qui est important de savoir, c'est juste qu'on se calque sur ce qu'on nous dit au départ en termes d'objectifs. Ça, c'est non, le nantissement, c'est non. OK, on va s'intéresser uniquement aux partenaires qui ne vont pas faire de nantissement. Merci d'avoir complété, Marjorie. Ensuite, on a une question d'Alexandre sur la partie co-emprunteur qui demande si on peut monter un dossier avec un membre de sa famille, mais également expatrié, mais dans un autre pays. Oui. Alors ça, c'est assez intéressant. Je m'y colle, Benjamin. Je vais vous faire une réponse qui n'est pas une réponse, mais ça dépend. Ça dépend de la situation, parce que souvent, quand on est dans ce cas de figure, on pense au montage SCI, et on a vu qu'il y avait quand même des points bloquants tout à l'heure. Après, en indivision, ça reste possible. Ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend de la situation des deux personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas... contrairement par rapport à une acquisition d'un couple marié, qui va être solidaire en fait et qui va avoir une solidarité entre époux, quel que soit le régime matrimonial. Là, on est dans le cadre, et même si c'est deux personnes de la même famille, de deux personnes qui vont être étudiées, dont le profil va être étudié de façon complètement séparée et distincte. Donc il faut que des deux côtés, on ait cette double analyse qui nous permette déjà d'une part de pouvoir le faire, et d'autre part que le partenaire bancaire de l'autre côté soit ouvert à ce type de profil. Et honnêtement, c'est pas systématique. Je pense que c'est vraiment sur cette question, c'est du cas par cas. Donc désolé pour mon manque de clarté, mais je pense clairement que sur ce point-là, il faut étudier les situations, et je pense qu'il faut vraiment faire des prévalidations dans ces cas-là, des demandes de prévalidation en banque. Super, c'est noté, merci. Ensuite, on a une question de Pascal qui demande s'il y a une différence pour de l'investissement en viager.
alors, pardon, excuse-moi Marjorie. La seule différence qu'il va y avoir, et vous allez me dire que c'est logique, c'est simplement, en fait, les revenus qui vont être générés et qui ne peuvent pas être pris en compte, puisque forcément, il y a encore un inconnu, notamment savoir à quelle date vous récupérez, dans le cadre d'un investissement viager, la pleine propriété du bien et donc mécaniquement l'usufruit permettant la pleine propriété du bien et donc permettant d'encaisser des loyers. Donc à partir de, on ne peut pas tabler tout simplement sur des revenus locatifs attendus. En revanche, il n'y a aucune restriction particulière pour ce type d'investissement. C'est quelque chose qui se réalise assez régulièrement. Super, merci Benjamin. On a une autre question de Selma qui nous demande quel est l'impact de notre âge sur l'assurance du prêt immobilier? Je te laisse traiter, Benjamin. Ok, ça marche. Je le sais. Alors, l'impact. Alors, je vais être obligé de faire une réponse assez généraliste. Alors, forcément, en fait, le critère de l'âge va avoir un impact sur le tarif de l'assurance. En revanche, c'est pas le seul. Puisque mécaniquement, et je suis désolé pour les doyens de cette conf, mais effectivement, on représente un risque un peu plus important quand on a 60 ans que quand on en a 30, vis-à-vis, ne serait-ce que des statistiques qui sont effectuées, sur lesquelles sont basés les contrats d'assurance des différents groupes bancaires. Donc forcément, l'âge a un impact, mais c'est aussi, et malheureusement, mais encore une fois, c'est logique, surtout l'état de santé et les réponses qui vont être mentionnées au sein du questionnaire de santé qui vont permettre de déterminer un coût précis finalement de l'assurance emprunteur. En revanche, et j'insiste vraiment sur ce point, lorsqu'on est non-résident et qu'on réalise donc un investissement locatif, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment généralement uniquement le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie qui est demandée en termes de garantie. Et donc, comme on est sur des garanties qui sont relativement faibles, les contrats d'assurance ne sont pas extrêmement onéreux. Et juste pour avoir également un propos qui puisse peut-être être utile, en tout cas à certaines personnes qui éventuellement se poseraient la question, il n'y a pas forcément de limite particulière pour les durées de financement en fonction de l'âge des emprunteurs. À partir du moment où est-ce que la banque peut mettre en place un contrat d'assurance qui va couvrir l'emprunteur sur toute la durée du prêt, il n'y a aucune problématique à faire un financement, admettons, de 20 ans, si bien évidemment encore tous les ratios et tous les voyants sont au vert et qu'on aura étudié au préalable, lorsqu'on a 60 ans. C'est absolument pas quelque chose d'impossible à partir du moment où on a un contrat d'assurance qui va couvrir l'emprunteur pendant toute la durée du prêt. Voilà, donc je suis désolé pour cette réponse très vague, mais forcément pour le contrat d'assurance, l'âge et l'état de santé vont avoir des impacts assez significatifs sur l'assurance du prêt. Et encore une fois, et juste pour finir là-dessus, l'assurance tombe sur la loi, forcément sur la loi française. Donc si jamais les contrats d'assurance groupe bancaire ne donnaient pas satisfaction et que vous estimiez qu'on pourrait éventuellement trouver des garanties équivalentes sur un tarif plus compétitif, il est possible de changer d'assurance à n'importe quel moment. Très bien, merci. Pour l'instant, pas d'autres questions sur le chat, mais je vois qu'il y en a certains qui sont en train de d'écrire. Voilà, parfait. Penchi qui nous demande, est-ce qu'il faut des documents français particuliers? Numéro de sécurité sociale, passeport français. Est-ce qu'un passeport français, ça suffit? Oui, alors sur les documents, bien sûr, pour constituer un dossier de prêt, il nous faut des documents. Alors, les documents d'identité, alors numéro de sécu, si vous avez encore la chance d'en avoir un, c'est bien pour vous, mais la plupart des non-résidents n'ont plus de numéro de sécurité sociale en France, alors sauf si il y a la CFE, notamment la Caisse des Français de l'étranger, qui permet une continuité. Bien sûr, mais le numéro de sécurité sociale, non, ne sera pas indispensable. Ce qui est demandé d'une façon générale comme document, ce sont les documents d'identité, bien sûr les documents justificatifs de votre emploi, contrat de travail, fiche de paye, les documents justificatifs de vos charges et de votre patrimoine immobilier, donc contrat de bail que vous avez pour justifier le loyer à charge, votre justificatif de domicile. Enfin voilà, il y a une liste, on va dire, assez précise d'éléments qui vous sont demandés pour constituer le dossier. Et ces documents, il les faut à la fois en français et en anglais ou uniquement en français? Alors, l'anglais est OK parce qu'on travaille avec des partenaires bancaires qui sont capables et qui sont suffisamment matures pour travailler sur la partie non résident.
Donc l'anglais est suffisant, on n'est pas obligé de demander une traduction en français. Super, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Du coup, en attendant d'avoir d'autres questions complémentaires, je peux partager peut-être vos contacts sur le chat, votre adresse email? Oui, bien sûr, avec plaisir. Très bien, je fais ça. Hop. Plaisir. Voilà, c'est sur le chat. Alors nous, la façon dont on fonctionne en général, c'est vous avez une question, vous avez un projet immobilier qui est même pas bien défini. Clairement, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment, même aux prémices de votre projet immobilier. D'ailleurs, c'est souvent la situation qu'on aime privilégier, c'est-à-dire qu'on soit sur un démarrage pour pouvoir bien calibrer le projet, que vous soyez certain d'aller dans la bonne direction au niveau de l'enveloppe de prêt avant même de contacter un conseiller immobilier ou de regarder sur Internet pour trouver un bien. Déterminer votre budget, ça vous permettra d'être beaucoup plus confortable pour la suite. Nous, on a des personnes qui nous contactent et qui vont réaliser un projet 6 mois, voire 1 an plus tard, parce que ça prend du temps de trouver le bien qui correspond. Mais au moins, au moment où ils nous contactent, il suffit d'un rendez-vous pour savoir quel est le budget que vous pouvez viser. Super, pas d'autres questions pour le moment, j'ai l'impression. Donc si c'est bon pour tout le monde, je pense qu'on va bientôt pouvoir clore la session. Donc vous avez les contacts de tout le monde. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier tous les deux, Marjorie et Benjamin, parce que je pense que clairement, vous avez fait beaucoup plus que débroussailler le terrain. Je pense que vous avez vraiment apporté des explications approfondies sur le sujet. Donc c'est un gros plus pour tout le monde, sincèrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager cette vidéo enregistrée avec ceux qui n'ont pas pu assister. Comme ça, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et bien entendu, tout le monde reste disponible pour vous apporter d'autres points complémentaires. Un grand merci à toi également, Joanne, pour ton accueil et pour nous avoir conviés justement à cet événement. On espère vraiment vous avoir donné les réponses à vos questions et puis on reste disponible dans tous les cas pour tout approfondissement. Super, merci beaucoup. Ouais, tout à fait, merci beaucoup Joanne.